il faut pouvoir se détacher de son camp pour pouvoir rester fidèle à ses valeurs. Pour la plupart des gens, sociologie égale Bourdieu. Le plus faible, ce sont les enfants. Dans l'histoire, ce sont les enfants dont on manipule la généalogie. Et encore une fois, je n'ai pas envie que des militantes m'obligent systématiquement à me positionner comme une femme. Alors, on arrive à une guerre perpétuelle des communautés les unes contre les autres. Le voile islamique est une affirmation de l'infériorité des femmes. Une partie de la gauche s'est dit il faut défendre les musulmans quoi qu'il arrive puisque ce sont les nouveaux dominés. Depuis une vingtaine d'années, on voit comment les réseaux sociaux ont entraîné des formes de décivilisation. Or, ce qui fait société est extrêmement fragile. Bonjour Nathalie Hennig. Bonjour. Vous avez écrit un livre, Penser contre son camp, qui retrace votre parcours d'intellectuel engagé de gauche. Le livre débute par une citation de Peggy que j'ai eu envie de dire, parce qu'il me semble que c'est important, qu'elle a tout son sens. C'est à la justice même, à la vérité même, à la liberté même que nous devons constance et fidélité. Il faut être infidèle, inconstant à beaucoup d'hommes et à beaucoup d'institutions, à tous les partis politiques, pour demeurer fidèle et constant à la justice, à la vérité, à la liberté. Est-ce qu'on peut dire que vos différents combats intellectuels, les rejets et attaques qui vous ont coûté, sont comme des preuves de fidélité aux valeurs de la gauche ? C'est exactement le thème de mon livre. Le thème de mon livre, et je le décline au long de tous les chapitres et je le reprends en conclusion, c'est qu'il faut agir non pas en fonction de son appartenance à un camp, mais de sa fidélité à des valeurs, tout simplement. Et qu'il y a des situations politiques, et on est dans ce type de situation, où il faut pouvoir se détacher de son camp pour pouvoir rester fidèle à ses valeurs. Malheureusement, on aimerait pouvoir éviter ça, mais c'est le cas. Et c'est pour cette raison que j'ai réalisé, en fait, au fil des années, que beaucoup de positions que j'avais prises dans l'espace public, par des tribunes dans la presse, avaient été traînées dans la boue, ou qualifiées de droitières, voire de fascistes, d'homophobes, d'islamophobes, etc. Alors que pour moi, elles reposent vraiment sur les valeurs fondamentales de la gauche. On va y revenir, mais pour moi c'est fondamental de garder cette fidélité à des valeurs qui sont pas forcément toutes des valeurs exclusivement de gauche. L'universalisme, par exemple, n'est pas exclusivement une valeur de gauche, mais elle a longtemps été portée par la philosophie des Lumières, qui a été évidemment la base du progressisme. La liberté d'expression, c'est pas forcément uniquement une valeur de gauche, mais on peut dire que ça a quand même été un combat récurrent de la gauche. La passion pour la science, ou en tout cas le respect de la science contre l'idéologie, c'est quelque chose qui devrait, me semble-t-il, réunir tous les progressiste. Malheureusement, c'est une posture qui a été totalement massacrée par une certaine gauche qui est la gauche stalinienne dans le XXe siècle. Bon, voilà, il y a toutes sortes d'éléments comme ça qui montrent que il y a quand même des valeurs qui sont pas forcément exclusivement de gauche, mais qui ont quand même été très constitutive de la référence à la gauche, et c'est à ces valeurs-là que j'essaye d'être fidèle en étant infidèle à ce qu'est aujourd'hui un certain camp qui se revendique comme étant de gauche et qui, à mon avis, a trahi la gauche. Et on doit vous reconnaître une grande cohérence intellectuelle tout au long de votre parcours, cohérence qui se saisit d'autant plus facilement que vous présentez vos différents combats dans l'ordre chronologique, ce que j'ai trouvé très intéressant parce que ça permet de suivre le retour de certains concepts qui vous sont utiles à plus d'une reprise. Je pense notamment au dispositif pervers qu'on retrouve tout au long de votre vie, du coup. Oui. Et ce que j'ai eu envie de vous proposer, c'était de reprendre vos combats dans l'ordre chronologique. Vous avez commencé par une tentative d'explication des critiques adressées à l'art contemporain dans les années 90, une critique des privilèges accordés aux artistes et une première analyse de ce que vous appelez justement les dispositifs pervers. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce premier accrochage intellectuel ? Oui, alors ça m'est un peu tombé sur la tête parce que je m'y attendais pas du tout. Il se trouve que dans les années 90, j'ai été amenée à faire une enquête sur les rejets de l'art contemporain, ce qui m'intéressait beaucoup parce que on était dans une sorte de guerre culturelle, très très
violente entre les pros et les anti-art contemporain. Et comme j'avais travaillé en 85 sur l'emballement du Pont Neuf de Christo, j'avais été confrontée à ce type de rejet, et pour moi c'était un peu mystérieux, donc j'avais envie de comprendre ce qui faisait que des gens pouvaient s'étriper à ce point-là sur ces questions-là. Bon, donc j'ai fait cette enquête, je l'ai proposée, j'en ai exposé les résultats, et à ma grande surprise, une bonne partie des gens qui étaient dans le milieu de l'art contemporain ont très mal pris mon enquête. Moi je pensais qu'ils allaient être ravis de enfin pouvoir comprendre les raisons pour lesquelles les gens les insultaient, etc., mais pas du tout. Une partie d'entre eux ont été persuadés que puisque je travaillais sur les rejets de l'art contemporain, j'étais du côté des rejeteurs. Bon. Alors, il y a une autre petite partie chez les rejeteurs qui ont cru que moi, au contraire, je prenais la défense de l'art contemporain, mais qui m'a aussi rejeté. Donc j'ai été insultée des deux côtés. Bon, soit parce que j'aurais été contre l'art contemporain, soit parce que j'aurais été pour l'art contemporain. Et tout mon combat à partir de là a été d'expliquer que n'étais ni pour ni contre en tant que sociologue, que mon travail consistait à comprendre les logiques pour lesquelles les gens étaient pour ou contre. Or ça, dans une certaine pensée de gauche pour qui être pour l'avant-garde à tout prix fait partie de l'appartenance au camp de la gauche, c'était incompréhensible. Il fallait prendre parti, et il fallait prendre parti pour l'avant-garde, et donc être pour l'art contemporain, et donc contre les rejets de l'art contemporain. Donc il y a eu une énorme incompréhension qui a été un petit peu, disons, accentué par la conclusion de mon premier livre sur l'art contemporain, qui s'intitulait « Le triple jeu de l'art contemporain », que j'ai publié en 98, et qui se termine par une proposition qui a été mal comprise, peut-être que je me suis mal fait comprendre, mais qui consistait à dire que la logique de l'art contemporain, c'est une logique de transgression systématique des limites ou des frontières, et essentiellement des frontières de l'art, des frontières de ce que les gens considèrent comme devant être de l'art. Bon. Et donc cette logique de transgression aboutit à ce que les artistes, évidemment, s'efforcent de toujours rester dans cette transgression, qu'elle soit d'ordre esthétique, d'ordre moral, d'ordre juridique, etc. Bon. Le problème, c'est que dès lors que les institutions de l'art intègrent cette transgression, l'acceptent, voire l'encouragent, en élargissant les frontières de ce qui peut être considéré comme de l'art, c'est ce que j'ai appelé le triple jeu de l'art contemporain, les réactions négatives des publics, aux transgressions par les œuvres et à l'intégration par les institutions. Dès lors que ces transgressions sont intégrées, les artistes sont obligés d'aller plus loin encore pour rester transgressifs. Et donc, ils sont pris dans une sorte de logique de ce que j'ai appelé une injonction paradoxale, que connaissent bien les psychiatres, qui est que les institutions leur disent qu'il faut qu'ils transgressent, soyez transgressifs les artistes. Et donc ils ont toujours tort quoi qu'il arrive. S'ils transgressent, eh bien ils obéissent à l'injonction de transgresser, et s'ils ne transgressent pas, ils désobéissent à l'injonction de transgresser. Bon. Et donc, j'ai expliqué ça en disant que il y a ce que j'ai appelé un paradoxe permissif, c'est-à-dire que la permissivité des institutions oblige les artistes à transgresser toujours plus loin et les installe dans cette forme d'injonction paradoxale qui est un dispositif pervers. Un dispositif pervers, c'est un dispositif où quoi qu'on fasse, on a tort. Bon. Et donc, en disant cela, pour moi, c'était un diagnostic quasi médical d'une situation problématique qui engendrait beaucoup de complications, de souffrances, de malaise, etc. Et ça a été pris par certains comme une attaque contre l'art contemporain, ce que ça n'était évidemment pas. C'était au pire une mise en cause des effets pervers d'une certaine politique d'adhésion systématique des institutions à l'art contemporain. Donc voilà, premier grand paradoxe, première grande accusation d'être infidèle aux valeurs de la gauche, alors que pour moi, j'étais juste fidèle à cette valeur qui est pour moi fondamentale, qui est la valeur du savoir. Bon, l'idée que ce qui compte, c'est d'augmenter le savoir, et c'est ça que j'ai essayé de faire avec mon travail sur l'art contemporain. Et on est encore dans le cadre d'un travail sociologique. On voit que vous faites la différence. C'est la preuve. Là, pour le coup, vous avez été surprise qu'on vous reproche d'être une intellectuelle engagée alors que vous ne l'étiez pas encore. Vous étiez dans vos habits de sociologue. Exactement. C'est l'occasion de la deuxième dispute. C'est à peu près le même sujet.
à l'occasion de la parution de votre livre qui analyse le phénomène d'admiration et qui s'appuie sur le cas Van Gogh. Oui. Sur le cas de Van Gogh, donc toute l'admiration qui l'a entouré, vous interrogez ce phénomène-là. Ça avait l'air très intéressant, j'avais très envie de le lire. Et vous avez, en reprenant un principe de Max Weber, vous avez repris la neutralité axiologique. Oui. Et rompu sans y prendre garde, avec celui qui fut le directeur de votre thèse, Pierre Bourdieu. Exactement. Alors ça a été encore un autre grand tremblement de terre dans ma petite vie d'intellectuelle. C'est que moi, j'ai fait ce livre sur Van Gogh, donc qui s'appelle La gloire de Van Gogh, pour essayer de comprendre les principes de l'admiration universelle dont il fait l'objet, et dans une perspective totalement non critique. Il s'agissait ni de critiquer l'admiration, ni de critiquer le manque d'admiration, mais simplement de comprendre. Et ça, c'est parfaitement conforme à ce que propose ce grand sociologue allemand qu'a été Max Weber, c'est-à-dire à la fois une logique compréhensive. On n'est pas tellement là pour expliquer les causes, mais pour comprendre les raisons des acteurs. Qu'est-ce qui les fait agir? Et par ailleurs, un autre principe qui est fondamental chez Weber, qui est ce qu'il appelle la neutralité axiologique, c'est-à-dire l'idée que le chercheur doit rester neutre par rapport à son objet. Il ne doit pas imposer son point de vue et ses valeurs. Il doit suspendre son jugement de valeur personnelle pour pouvoir comprendre le principe du jugement des acteurs qu'il étudie. Bon. Et donc, pour moi, c'était totalement weberien et totalement évident. Et en fait, j'ai compris après coup, parce que j'ai toujours mis un certain temps à comprendre, que c'était considéré par Bourdieu et son entourage comme une forme de rupture avec la sociologie de Bourdieu que j'avais bien connue, pratiquée, etc., puisque je ne prenais pas parti et que je n'avais pas de position critique par rapport à cette admiration. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à comprendre à quel point cette exigence de neutralité, qui pour moi est fondamentale parce que c'est ce qui permet la vraie connaissance, le vrai savoir, et pouvait être considéré à gauche comme une trahison des valeurs de la gauche, c'est-à-dire une trahison de l'obligation d'engagement. Hein. Et or, moi, j'essaye de pratiquer ce que j'appelle la distinction des arènes, l'arène universitaire ou académique d'un côté, l'arène politique ou civique de l'autre. Et je pense qu'on a parfaitement le droit, voire l'obligation, de faire certaines choses dans certaines arènes qui ne sont pas pertinentes dans d'autres arènes. Par exemple, je m'autorise à prendre des positions politiques dans l'arène civique et politique de l'espace public de la presse, par exemple dans les tribunes dont je parle dans ce livre. En revanche, dans l'arène académique ou universitaire ou scientifique, qui est celle où j'exerce mon métier de sociologue, je m'interdis absolument toute prise de position engagée, disons, en faveur de telle ou telle valeur ou de telle ou telle position. Pour moi, c'est vraiment la propreté du travail intellectuel, hein. C'est la rectitude, c'est l'honnêteté du travail intellectuel. Et bizarrement, pour moi, je pensais que tous mes collègues seraient d'accord avec ça, pas du tout. Je me suis retrouvée dans un milieu où la posture critique était devenue la norme, en grande partie à cause de la sociologie de Bourdieu, qui est vraiment basée sur la critique. Je l'explique dans un livre qui s'appelle « Pourquoi Bourdieu ?», et où donc ma position de neutralité que je pensais parfaitement normale, admise par tout le monde et parfaitement conforme à cette valeur de rationalité scientifique, eh bien cette posture-là non seulement était incomprise, mais elle était quelquefois violemment critiquée. Et ça continue encore aujourd'hui. C'est à ce moment-là que vous vous êtes senti en porte-à-faux avec l'ensemble de votre camp, parce que je suppose que sur l'art contemporain, ça restait assez circonscrit comme discussion, alors que là, vous attaquiez à un monstre sacré. Oui, c'est sûr que proclamer qu'on a rompu avec la sociologie critique de Bourdieu, dans un milieu de sociologues qui est devenu totalement bourdieusien, ça vous marginalise un peu, disons. Et le milieu des sociologues aujourd'hui, en 2025, est toujours bourdieusien, plus bourdieusien que jamais. Alors, pas entièrement heureusement, c'est-à-dire qu'il y a heureusement des gens qui échappent à l'emprise de la doxa bourdieusienne, mais je suis bien placée pour avoir vu l'augmentation de cette emprise, hein, d'année en année, de décennie en décennie.
Moi, je suis arrivée donc en thèse avec Bourdieu à la fin des années 70, à une époque où lui-même se considérait comme un marginal de la sociologie, ce qu'il était encore relativement. Et j'ai vu monter en puissance son installation dans le paysage intellectuel, l'augmentation absolument spectaculaire du nombre de ses disciples, et je vois aujourd'hui à quel point la sociologie bourdieusienne est devenue quasiment synonyme de sociologie. Pour la plupart des gens, sociologie égale Bourdieu. Ils ne connaissent absolument pas les autres formes de sociologie. Ils croient que quand on ne fait pas la sociologie de Bourdieu, on ne fait pas de la sociologie. J'ai été accusée de ne pas faire de la sociologie. Bon. Donc j'ai vu monter en puissance cette doxa, qui est devenue vraiment une sorte de catéchisme extrêmement limité, de mon point de vue, du point de vue intellectuel, du point de vue de la capacité de description, de compréhension, d'explication. Et bien évidemment, ça m'a beaucoup marginalisée par rapport au monde des sociologues. Heureusement, je suis au CNRS. Voilà, je n'ai pas besoin de l'approbation de mes collègues pour continuer. Je continue à publier dans toutes sortes de revues, en France et à l'étranger, je continue à faire des livres. Ça ne m'a pas empêché de faire carrière, et de surtout faire ce que j'espère être une œuvre, mais ça m'a en tout cas coupé de beaucoup de mes collègues. Ce que vous dites a posteriori à regretter la chaleur humaine, vous dites le confort d'un groupe. J'ai connu ça dans les années 70 quand j'ai passé 3-4 ans à fréquenter toutes les 2 semaines le séminaire de Bourdieu. Je suis entrée dans la sociologie grâce à ce séminaire. C'est ce qui m'a fait connaître une certaine sociologie, mais qui pour moi à l'époque était la sociologie. Et c'est vrai que j'ai connu cette sorte de chaleur d'un groupe extrêmement soudé autour d'un chef et extrêmement soudé dans l'idée qu'il porte la vérité et qu'il est marginalisé parce qu'il porte la vérité. Il y a un côté christique dans cette position-là. Et j'ai la nostalgie parce que c'est quelque chose qui vous réconforte énormément, vous voyez, d'être dans cette sorte de cocon, de collectif, où on est solidaire, etc. Bon, alors, quand on regarde à l'intérieur, c'est pas toujours aussi idyllique, parce qu'il y a énormément de jalousie, de choses trappes, etc. Bon, voilà, comme partout. Mais voilà, j'ai connu ça, et c'est vrai que ça m'a laissé une nostalgie de ça. Je l'ai jamais retrouvé nulle part. Mais il y a un choix à faire à un moment, parce que avec ce que je fais, je me retrouve très souvent en porte-à-faux, parce que il y a des bouts de vérité qui me semblent juste à gauche, à droite, mais j'ai tout le temps aussi des trucs à redire. Je m'inscris de moins en moins, plus j'avance, de moins en moins dans aucune doxa, et donc on se retrouve un peu seul, quoi. C'est le risque. C'est le risque de la pensée. Ouais, et en même temps, je pense qu'il faut éviter d'être trop seul, parce qu'après on doit tourner en rond aussi. Oui, il faut se donner les moyens d'être entendu. C'est surtout ça qui compte. Ouais, Voilà. Et donc, ces 2 premières disputes restent dans le champ intellectuel, où vous vous placez en tant que sociologue, et donc c'est les 2 portent sur la distance entre votre neutralité de sociologue et l'engagement et le jugement que vous pourriez porter, qu'on vous reproche de ne pas porter, ou qu'on ne comprend pas que vous ne portez pas. Et puis vient votre premier engagement en tant qu'intellectuel, et donc plus en tant que seulement sociologue, où là, cette fois, vous exprimez un jugement de valeur à l'occasion de la loi Pax. Oui, la loi sur le Pax, donc le pacte civil de solidarité en 99, qui a été ma première expérience d'une tribune un peu qui a fait du bruit, disons. Bon, et là, il faut vraiment faire la distinction, et vous l'avez dit, mais je le redis, entre la posture du sociologue, qui a du sens dans l'arène académique, l'arène scientifique, l'arène universitaire, et d'autre part la posture de l'intellectuel engagé, l'intellectuel, comme on dit, qui s'autorise à intervenir dans l'espace public sur des sujets de société, en gros, et à donner son opinion. Les 2 sont parfaitement légitimes,
pour moi, ce qui est totalement illégitime, c'est le mélange des deux. Et ce que je reproche à beaucoup de mes collègues, chercheurs, universitaires, c'est qu'ils importent dans leur travail de chercheur ou d'enseignant des jugements de valeur, des positions politiques qui devraient rester en dehors de ce travail-là. En revanche, le symétrique me paraît très bien, c'est-à-dire que je suis ravie quand des politiques s'emparent de mes travaux de chercheurs, de sociologues, pour alimenter leurs réflexions, pour les utiliser comme une forme d'expertise. Je trouve que dans ce sens-là, c'est parfaitement vertueux et légitime. Mais c'est dans l'autre sens que ça ne va pas. Donc moi, je pratique donc cette distinction des arènes, et ce qui fait que quand des chercheurs, et ça m'est arrivé encore très récemment, me reprochent de contrevenir à mon impératif de distinction des arènes, puisque je prends des positions, ou disons mon impératif de neutralité axiologique, puisque je prends des positions engagées, ils n'ont juste rien compris à ce que j'essaye de dire sur cette distinction des arènes. Bon. Et malheureusement, ça vient de gens qui sont censés être des penseurs. Bon, voilà. Bref, donc cette tribune a été l'occasion donc de mon premier pied dans la publication donc dans Le Monde d'une tribune que j'ai rédigée, que j'ai fait signer par un certain nombre de grands intellectuels assez reconnus, et qui disait ne laissons pas la critique du Pax à la droite, puisque on était dans un clivage droite-gauche. Si on était contre le Pax, donc contre la possibilité non pas encore d'un mariage, mais d'une alliance institutionnalisée des homosexuels, on était forcément de droite, et pour être de gauche, il fallait être pour. Bon. Et moi, je trouvais que c'était une position beaucoup trop caricaturale, qu'il y avait toutes sortes de choses qu'on pouvait reprocher au Pax de façon parfaitement légitime, et qu'on aurait pu résoudre les problèmes réels qui se posaient aux couples homosexuels, les problèmes d'héritage, des problèmes de loyer, des problèmes juridiques. On aurait parfaitement pu les résoudre très simplement en étendant les droits des concubins. Voilà, ils se déclarent en concubinage, on a les droits des concubins, on étend ces droits, et on aurait résolu tous les problèmes. Le problème, c'est que une partie du monde homosexuel a été, disons, guidée par des militants très radicaux qui ont voulu à tout prix imposer l'idée qu'il fallait faire un mariage homosexuel. Donc ce qu'on disait dans cette tribune, c'est que le Pax allait inévitablement déboucher sur le mariage, ce qui s'est produit quelques années plus tard, et que le mariage allait entraîner d'énormes problèmes de filiation, parce que le mariage est là avant tout pour instituer la filiation, et non pas pour donner une légitimité à un rapport sexuel, ce que croient beaucoup les gens, mais c'est pas du tout, enfin c'est secondairement ça éventuellement, mais ça n'est plus ça. Bon. En revanche, la question de l'institution de la filiation reste entière, et avec le mariage homosexuel qui va donc être voté 15 ans plus tard, eh bien, on voit arriver ces énormes problèmes qui se posent avec la PMA, avec la GPA, etc., et qui étaient parfaitement prévisibles. Donc c'était sur cette base-là, qui est une base pour moi absolument de gauche, parce que pour moi, être de gauche, c'est fondamentalement considérer que la collectivité a un devoir d'assistance envers les plus faibles. Bon, pour moi, c'est ça, le fondamental de la gauche. Or, dans cette histoire-là, les plus faibles, ça ne sont plus les couples homosexuels qui sont maintenant, ils n'ont plus de problèmes juridiques, ils sont quand même largement reconnus, même s'il reste de l'homophobie dans la société, mais les choses se sont quand même infiniment arrangées depuis 2 générations. En revanche, les plus faibles, ce sont les enfants. Dans l'histoire, ce sont les enfants dont on manipule la généalogie, dont on manipule l'état civil, et sans prendre aucune précaution et sans prendre en compte le risque psychique que ça peut poser pour eux. Donc moi, c'était juste une alerte en disant on peut pas faire n'importe quoi, on peut pas manipuler n'importe comment les règles de la filiation, il faut être attentif à ça, et il faut être attentif à ça pour le bien de ces êtres faibles que sont les enfants. Mais il y a des gens pour qui ce risque n'existe pas.
Oui, bien sûr, mais en général, ce sont les militants qui essayent d'imposer leur point de vue. Lorsque on fait ce que j'ai fait, c'est-à-dire qu'on lit la littérature psychanalytique, psychiatrique, pédopsychiatrique sur les problèmes psychiques, posés notamment par le problème de rapport à l'origine, d'incertitude sur les origines, on se rend compte que là, il y a quelque chose de fondamental et qu'on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Vous pouvez le développer, moi ça m'intéresse ce problème fondamental. Alors, ça peut prendre beaucoup de temps, mais disons que je cite ces auteurs dans mes tribunes, mais aussi notamment dans l'ouvrage qu'on a publié en 2002 avec Caroline Eliachev, Mère-fille, une relation à trois. Il y a des problèmes non seulement de névrose qui se déclenchent, mais de psychose qui se déclenchent chez les enfants en lien avec un problème de secret sur les origines ou de mystère sur les origines. Et donc maintenant les psys savent très bien à quel point construire le psychisme d'un enfant sur un secret, notamment un secret qui tient à ses origines, par exemple le fait qu'il n'est pas le fils de son père ou quelque chose comme ça, est quelque chose qui peut être absolument destructeur. Et voilà, donc il y a toute une littérature là-dessus. Mais je vous renvoie à mes ouvrages, vous aurez des références là-dessus. C'est vrai que c'est important parce qu'aujourd'hui, pour le coup, à l'époque, j'imagine que ça vous a déjà mis en porte-à-faux avec 90% de votre camp. Aujourd'hui, ce serait 99 même. Et ce serait pire. Ouais. Ce serait pire, mais je pense que c'est parce que soit les gens n'ont pas conscience de ça, ils n'ont pas lu, ils sont pas alertés, soit ils sont pris dans une logique de revendication égalitariste qui évidemment fait partie du logiciel de la gauche, mais qui, à mon avis, doit être modulé, doit être modéré lorsque cet égalitarisme risque de produire des effets extrêmement problématiques sur autrui. J'avais co-dirigé avec Marcel Gaucher un dossier de la revue Le Débat au milieu des années je sais plus quand, 90, un peu plus tard, qui s'intitulait 2010, qui s'intitulait Les enfants du mariage homosexuel, et où on développait cette problématique-là. Et alors, mais du coup, c'est une position qui est totalement passée sous silence. Je veux dire, alors, pas complètement. Alors, dans la presse, oui, dans les milieux militants, oui, mais je peux vous dire que il y a plusieurs livres qui sont parus, qui prennent position sur cette question-là, qui essayent de réfléchir au problème. J'ai préfacé des livres là-dessus. Enfin, il y a toute une littérature là-dessus. Le problème, c'est qu'elle reste entre spécialistes. Ouais, ça va revenir sur le devant de la scène, j'imagine qu'on va... Mais si vous voulez, je vous donnerai des noms de spécialistes que vous pourrez interviewer pour ça. Voilà. Ouais, avec plaisir. Ça, des très très bons. Avec plaisir. De toute façon, notre but est d'interviewer beaucoup de spécialistes sur tout sujet. Et donc le sujet va revenir sur le devant de la scène avec Gabriel Attal qui dit qu'il est temps de réfléchir à la GPA sans tabou. Absolument. Et la GPA sans tabou, c'est quand même... Ça pose de vrais problèmes pour les principes de la gauche, à savoir la non-marchandisation du corps humain, le fait de ne pas exploiter la misère du tiers-monde, or c'est ce que fait la GPA, et le fait aussi de ne pas priver un enfant de la vérité de sa généalogie, c'est-à-dire le fait qu'il est né d'un homme et d'une femme. Bon, ça fait partie aussi, me semble-t-il, de ce qui doit être protégé. Mais ça, on peut imaginer que des enfants soient mis au courant systématiquement, qu'ils sont nés d'un homme et d'une femme. C'est pas pareil d'être mis au courant et d'avoir un état civil inscrit qui vous dit vous êtes fils de un tel et une telle. D'accord. C'est symboliquement, on connaît l'importance du symbolique dans le psychisme, c'est très important. Alors il y a les travaux de Pierre Legendre, les travaux de Didier Dumas, les travaux de toutes sortes de psys qui sont quand même maintenant très reconnus et qui le montrent parfaitement. Je pense que cette question de la GPA peut, en tout cas, va diviser la gauche et donc peut ramener des gens de votre côté.
C'est-à-dire que sur la question du mariage homosexuel, à mon avis, c'est foutu. Vous êtes toute seule pour toujours. Je suis optimiste. Je me dis que peut-être dans une génération, on comprendra qu'il y a des moyens beaucoup moins coûteux de donner aux homosexuels la possibilité d'avoir une vie de couple. On n'en pourrait pas revenir dessus, me semble compliqué. En tout cas, la GPA, la gauche va se diviser. Et elle est déjà très... Ça m'étonnerait qu'elle reste unie sur cette question. Une des grandes opposantes à la GPA, c'est Sylvia Nagasinski, qui est donc l'épouse de Lionel Jospin, qui est une femme de gauche depuis toujours. Donc, je ne suis pas toute seule à être de gauche contre la GPA. Et c'est fort de cette expérience, de cette première expérience de combat dans le domaine public, cette fois, hors du domaine intellectuel, donc dans l'arène publique, que vous y retournez pour défendre à nouveau les mêmes valeurs dès 2000 et pour ensuite un combat qui durera jusqu'à aujourd'hui, parce que contrairement au mariage homosexuel qui prend fin une fois que la loi est passée, ce combat-là est un combat de longue haleine en faveur du féminisme universaliste par rapport au féminisme, ce que vous appelez le féminisme différentialiste. Ça commence pour moi, ce que j'ai noté en 2000, contre la féminisation des noms de métiers. Oui, alors oui, ça aussi c'est un combat qui est très difficile à gagner, hein, je pense même l'avoir perdu, mais j'avais écrit en 2000 un article qui s'intitulait « Le repos du neutre », où j'expliquais, c'était dans une revue féministe en plus, où j'expliquais que je trouve pénible et problématique qu'on se voit systématiquement assigné à son sexe, quelles que soient les circonstances, quel que soit le contexte. Je pense que là encore, il faut faire une distinction des arènes. Il y a des situations dans lesquelles le fait qu'on soit un homme ou une femme n'a pas à être considéré comme pertinent. Bon. Et notamment la situation professionnelle, bon. Et notamment le statut de chercheur. Bon. Et notamment aussi le fait d'occuper des fonctions politiques les fonctions sont indépendantes de la personne qui les occupe. Et donc, ces fonctions doivent rester neutres. Or, on a en français un outil formidable qui est le genre masculin, qui est en même temps un genre neutre. C'est-à-dire que selon les circonstances, nous savons très bien que quand on dit le professeur va vous interroger, ça peut être un homme comme une femme, parce que c'est pas forcément un homme. Et donc, cette plasticité de la langue française qui nous permet d'utiliser le neutre lorsque c'est nécessaire, moi j'ai envie de la garder parce que pour moi c'est une protection et encore une fois je n'ai pas envie que des militantes m'obligent systématiquement à me positionner comme une femme alors que ça n'est pas forcément pertinent. Voilà. Et donc je plaidais pour ce repos du neutre et donc pour cette suspension de la différence des sexes dans le langage lorsqu'encore une fois elle n'est pas pertinente et donc pour le maintien du masculin neutre pour les noms de fonction et les noms de profession. Bon. Là encore, c'est un combat qui est extrêmement difficile à mener. Moi, je pense qu'il faut dire Madame le ministre. Le ministre, c'est la fonction. Madame, c'est la personne. Et cette distinction entre la personne et la fonction me paraît fondamentale, ne serait-ce que pour éviter que des personnes s'arrogent la propriété d'une fonction, hein, et s'approprient cette fonction comme si elles étaient un élément de leur personne, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Donc, bon, voilà, c'est mon premier combat pour un féminisme universaliste, c'est-à-dire un féminisme qui prône la suspension de la différence des sexes lorsque celle-ci n'est pas pertinente et qui, du même coup, permet de considérer qu'il y a un destin commun aux hommes et aux femmes et qu'on n'a pas à systématiquement différencier les deux sexes. Ça peut se faire, notamment dans le contexte privé où alors la différence des sexes est un terrain de jeu formidable et que je ne voudrais surtout pas abandonner, mais dans le domaine public, c'est pas obligatoire et c'est même souvent pas nécessaire et même pas souhaitable. Bon. Donc c'est cet universalisme de la condition humaine, hein, l'homme au sens du générique de celui qui appartient à l'espèce humaine et non pas du sexe masculin, c'est ça que pour moi, est le vrai féminisme. Le féminisme où l'émancipation ne passe pas par l'affirmation systématique de la féminité, mais au contraire par la mise en avant de ce qui nous rend semblables à tout autre être humain. C'est pour ça que la récente initiative de Elisabeth Borne disant qu'il allait falloir modifier
la formule du Panthéon. Vous savez, sur le Panthéon, il y a marqué « aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». Comme si grands hommes signifiaient les grands hommes de sexe masculin. Mais c'est vraiment d'une inculture crasse que de croire ça. C'est homme, non pas au sens de vir en latin, mais au sens de homo, être humain. Hein. Tout ce qui nous rassemble en tant qu'être humain. Donc moi, je suis pour laisser aux grands hommes la patrie reconnaissante parce que je me considère comme un homme de ce point de vue-là, c'est-à-dire un membre de l'espèce humaine. Ouais, c'est, si vous me le permettez, old school par rapport à... C'est très old school, je sais bien, mais le problème, c'est que la new school du féminisme différentialiste, hein, qui donc veut à tout prix affirmer l'appartenance au sexe féminin, est un féminisme qu'on appelle différentialiste ou communautariste, c'est-à-dire qui vise à construire une communauté des femmes qui va se retrouver systématiquement opposée à la communauté des hommes et donc à construire des situations d'opposition, de ressentiment, de revanche, d'agressivité, de guerre entre les hommes et les femmes, que moi je refuse absolument. Je refuse d'être prise dans une guerre entre les hommes et les femmes. Ouais, en ce moment, ça évolue assez mal. Ça évolue mal parce que c'est le néo-féminisme, comme on dit maintenant, qui a pris le haut du pavé. Et beaucoup de jeunes femmes féministes s'imaginent qu'être féministe, c'est être dans ce néo-féminisme-là, c'est-à-dire un féminisme communautariste qui ne parle qu'en termes de genre et qui veut systématiquement affirmer que nous sommes des femmes en toutes circonstances, ce qui est d'ailleurs, ils sont même très contradictoires puisque en même temps, elles voudraient aussi dégenrer les toilettes et mettre fin à la binarité de l'opposition entre les sexes. Donc il y a quelque chose d'assez contradictoire dans la position du néo-féminisme. Mais alors c'est pas le seul sujet intellectuel où il y a des contradictions en ce moment, mais est-ce que la revendication de l'identité est pas propre au néo-féminisme? C'est une espèce oui, mais de pas n'importe quelle identité, d'une identité construite sur une caractéristique biologique auquel les personnes ne peuvent rien. Ouais. Et c'est ce qu'on appelle l'identitarisme, qui est commun au néo-féminisme, qui est commun au combat néocolonial, enfin en tout cas décolonial plutôt, contre le racisme. Je suis évidemment totalement antiraciste, mais je n'aime pas les formes décoloniales qu'a prises le néo-antiracisme de la dernière génération. On pourra en reparler avec le chapitre suivant. Et donc, je pense qu'il y a une erreur dans l'idée que il faudrait inscrire son rapport à l'identité de façon systématique dans des caractéristiques biologiques auxquelles on ne peut rien. Moi, ce dont je suis fière, c'est d'avoir une identité inscrite dans des choix que j'ai faits. Mais parce qu'en fait, ce que je voulais dire, c'est que on a maintenant, ce que je voulais dire en disant qu'il y a un identitarisme qui fait que donc il y a les femmes qui vont se définir avant tout en tant que femmes, les racisés en tant que racisés, mais du coup les hommes blancs, alors je sais pas s'ils se ont fait aspirer par le même phénomène ou si c'est en réaction, mais on a aussi donc on a les hommes qui sont des grandes victimes du complot féminin, on a les blancs qui sont victimes du grand remplacement. On a le suprématisme mâle qui est une réaction à cet identitarisme. Ouais. Ah oui, c'est évident. Parce que ça se trouve, c'est simplement que tout le monde est dans une revendication identitaire, c'est un bain tout à fait, commun. Et c'est un bain dont on mesure mal à quel point il est récent. Il date il y a quelques années en France, parce qu'il a été importé des États-Unis. C'est-à-dire que c'est un bain qui est directement issu d'une culture multiculturaliste et communautariste américaine, qui fait qu'aux États-Unis, les gens ont des droits en tant qu'ils appartiennent à une communauté. Alors qu'en France, nous avons des droits en tant que nous sommes un individu, membre
la collectivité nationale, donc de la République. Bon, c'est la conception républicaine de la citoyenneté. Et c'est à ce titre que nous avons des droits, mais l'appartenance à des communautés, quelles qu'elles soient, ne nous confère aucun droit. Et ça, c'est quelque chose qui est inaudible dans les pays de tradition communautariste, notamment aux États-Unis. Or, c'est cette tradition communautariste qui a déboulé en France il y a quelques années et qui est venue entièrement modifier le logiciel du féminisme, de l'antiracisme, de la lutte contre l'homophobie. Et c'est quelque chose à quoi nous assistons et qui nous laisse pantois. Et quand je dis nous, c'est tous les gens de gauche qui, comme moi, ont été des féministes de la première heure, des antiracistes, etc., des partisans, évidemment, de l'égalité des homosexuels par rapport aux hétérosexuels. Bon. Et c'est quelque chose qui nous est tombé dessus, auquel on a beaucoup de mal à résister, et qu'on appelle maintenant le wokisme, et d'où mon combat, on y revient. On y reviendra, mais qui en plus s'auto-entretient, c'est un phénomène qui s'auto-entretient, parce que pour souder une identité, il n'y a rien de mieux que de désigner ceux qui ne sont pas comme nous, et donc plus il y a des gens qui se revendiquent d'identités particulières, plus on peut distinguer des groupes différents et se revendiquer d'un groupe soudé. Et c'est ce qu'on appelle le séparatisme, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui amène à une séparation forcenée des, entre guillemets, soi-disant communautés, et qui ne permet plus de se reconnaître comme semblable dans une collectivité de plus haut niveau que ces communautés, qui serait soit la collectivité nationale, la citoyenneté, soit la commune humanité, le fait d'appartenir au même genre qu'est le genre humain. Voilà. Dans les groupes identitaires, ce qui est amusant, c'est que comme ils sont à la pointe de ce phénomène, ce sont les plus prompts à définir des sous-identités encore plus. Absolument. Dans les groupes racistes, il y a plein de micro-groupuscules qui se détestent, et dans les groupes militants de gauche, pareil. Pour les LGBT, enfin, on arrive à une guerre perpétuelle des communautés les unes contre les autres, ce qui est quand même le contraire de la civilité. La civilité, c'est ce qui nous permet de vivre en paix, tout simplement. Et on va vers un état de guerre permanente à cause de ce communautarisme forcené. Et ce qui me terrifie, c'est que des gens s'estimant de gauche sont séduits par ce type de discours et entrent dans cette logique-là, alors qu'on est à l'opposé de cette base du progressisme qu'on a connu pendant des générations et des générations, qui est ce que chante l'Internationale, c'est le genre humain. C'est le genre humain qui est... Le problème, c'est qu'à partir du moment où parce que il y a quelque chose qui m'interpelle dans le genre humain justement, et qui me semble être joué pas toujours à notre avantage, c'est ce besoin d'appartenance qui me semble être le moteur, quasiment le moteur premier des actions des gens. C'est tout à fait logique qu'on ait besoin d'appartenir, mais il y a appartenance et appartenance. On peut choisir une appartenance liée à nos actions. Par exemple, j'appartiens je ne dirais pas à la communauté, parce que c'est pas une communauté, mais à la profession, à la corporation des sociologues. Bon, j'ai choisi de devenir sociologue. J'appartiens, j'espère, au camp des universalistes, c'est par mon opinion, etc. Enfin, j'ai des appartenances que j'ai choisies. J'espère appartenir à une certaine gauche, pas toute la gauche, mais une certaine gauche. Ce sont des choix, mais je refuse qu'on me définisse de façon autoritaire et arbitraire par des appartenances que je n'ai pas choisies, et notamment qui sont ancrées dans ma définition biologique, le fait d'être une femme, le fait d'être blanche, etc. Bon, moi, j'ai aucune raison d'être fière de ça, je ne l'ai pas choisi. Et il y a un autre combat de longue haleine que vous avez mené finalement de front avec votre combat pour le féminisme universaliste, c'est le combat contre l'islamisation et pour la laïcité. Vous l'avez commencé en 2009 à l'occasion de la loi interdisant la burqa.
Oui, j'avais fait une tribune dans Le Monde pour défendre ce projet de loi qui était très attaqué à gauche par ceux qui estimaient que ça allait à l'encontre de la liberté des femmes. Certains étaient des féministes qui avaient ce discours-là, hein, la burqa attente à la liberté de se vêtir comme on veut. Bon. D'autres étaient des antiracistes persuadés que toute forme d'atteinte à la revendication publique de la religion musulmane était forcément raciste. Et donc, ma position, que j'étais pas la seule à partager, hein, et d'ailleurs la loi est passée, donc consistait à dire que il y a atteinte à la dignité d'un être humain lorsque il circule dans l'espace public sans son visage, bon, et que le visage est le premier outil d'entrer en relation avec l'autre, et que en détruisant cette possibilité, on détruit l'appartenance même à l'humanité, que c'est très grave, et que par ailleurs, la burqa, et comme de façon plus générale le voile islamique, est une affirmation de l'infériorité des femmes et de la nécessité pour les musulmans de se marier entre eux. Et donc c'est une façon de garder les femmes musulmanes pour les hommes musulmans et d'intimer aux femmes musulmanes l'ordre de ne se considérer que comme musulmanes quoi qu'il arrive. Bon. Et c'est une atteinte aussi, me semble-t-il, à leur liberté, et c'est la porte ouverte aux pressions communautaires qui s'exercent à plein pot aujourd'hui dans les quartiers d'immigration, qui oblige les femmes, certains hommes aussi, mais surtout les femmes, à faire preuve d'appartenance à une conception fondamentaliste de l'islam. Bon. Et donc, pour moi, c'est absolument opposé aux valeurs de la gauche, c'est opposé à la liberté des femmes, c'est opposé à la laïcité, et c'est opposé à cette condition du vivre ensemble qui est, disons, la discrétion dans l'affirmation des appartenances religieuses. Donc pour moi, ça allait de soi qu'il fallait faire interdire la burqa, mais j'étais sidérée de voir des collègues, des gens de gauche, trouver que non, c'était vachement bien la burqa. En parallèle de ça, du coup, c'est le combat de la gauche aujourd'hui, et l'inverse, c'est le combat contre l'islamophobie. Oui, alors là encore, c'est un dévoiement tragique des valeurs de la gauche, parce que pour moi, combattre un fondamentalisme religieux qui refuse l'égalité entre hommes et femmes, qui défenestre des homosexuels, qui est absolument contre toute forme de liberté, c'est un combat de gauche. Bon, je ne comprends pas qu'on puisse ne pas comprendre ça. Bon. Et je suis sidérée de voir qu'aujourd'hui, cette lutte que nous menons, je ne suis pas la seule, hein, contre ce fondamentalisme islamiste, je ne dis pas contre l'islam, je n'ai pas de problème avec l'islam, j'ai un problème avec le fondamentalisme islamiste qui prétend imposer politiquement une loi religieuse à l'ensemble d'une communauté, en l'occurrence musulmane, et même voire à l'ensemble de la société. Bon. Et donc, pour moi, c'est vraiment le combat fondamental de la gauche aujourd'hui, c'est la laïcité, qui n'est pas, contrairement à ce que croient certains, une valeur de droite, mais qui a toujours été une valeur de gauche. Bon. C'est l'égalité entre hommes et femmes, c'est la liberté des homosexuels. Ce sont des combats qui sont systématiquement contredits et violemment contredits par l'islamisme. Voilà. Et comment est-ce qu'on en est arrivé là ? On en est arrivé là parce que une partie de la gauche a été prise dans une conviction antiraciste qui l'a amené à considérer que les dominés d'aujourd'hui, les prolétaires d'aujourd'hui, ça n'est plus les ouvriers comme auparavant, ce sont les immigrés. Bon. Et donc, les immigrés étant majoritairement en France des musulmans, une partie de la gauche s'est dit il faut défendre les musulmans quoi qu'il arrive puisque ce sont les nouveaux dominés, sans se rendre compte que entre les années 70 où les musulmans, les immigrés étaient en effet des ouvriers malheureusement très très mal considérés, très maltraités, etc. Et aujourd'hui, il y a eu
l'introduction massive dans le monde de l'immigration de l'islamisme. Bon. Et ça a complètement modifié les choses. Or, cette gauche-là n'a pas voulu le voir. C'est ce que j'appelle l'effet d'hystérésis, qui est un concept inventé par Pierre Bourdieu, que je lui reprends, parce que je lui ai repris beaucoup de concepts, heureusement, qui consiste à ne pas voir le décalage entre une position qu'on a eue à un certain moment et la réalité des choses lorsqu'elle a changé, et à ne donc pas voir qu'un combat qui était parfaitement légitime dans les années 70 ou 80 est devenu totalement non pertinent, voire problématique, voire dangereux, parce que le contexte a changé. Et le changement de contexte, c'est cette montée en puissance de l'islamisme. Et c'est pour ça qu'il faut rester fidèle à ses valeurs et pas à sa position. Exactement. Et le problème aujourd'hui, c'est que à cet aveuglement vertueux, si on peut dire, d'une partie de la gauche qui voulait garder cette idée qu'il faut soutenir les dominés, les opprimés, les exploiter, s'est ajouté depuis quelques années un calcul cynique de la gauche radicale et notamment de LFI, consistant à se dire il nous manque des voix pour gagner les élections, on va aller les chercher dans les quartiers d'immigration et donc on va flatter les islamistes pour pouvoir obtenir les voix des musulmans. Et ça, je pense que c'est la trahison majeure aujourd'hui de la gauche radicale et notamment de LFI. Et il y a beaucoup d'anciens soutiens de Mélenchon qui lui reprochent parce que Mélenchon était laïcard. C'était un vrai laïc et il a complètement... Même laïcard, hein. Il a complètement retourné sa veste de façon absolument cynique et le mot même que vous avez prononcé d'islamophobie est un mot piégeux parce qu'il est utilisé par cette fraction de la gauche islamismophile, si on peut dire, ou qu'on dit islamo-gauchiste, ça existe, pour disqualifier toute forme de lutte contre l'islamisme au motif que ce serait une forme de racisme anti-musulman. Déjà, le mot de racisme anti-musulman est absurde. Une religion n'est pas une race. Donc, il peut y avoir un ostracisme anti-musulman, mais pas un racisme. Le racisme, il est anti-arabe ou anti-noir. Hein. Voilà, il faut arrêter de mélanger tout ça. Et donc, je n'utilise jamais le mot d'islamophobie, parce que c'est un mot piège qui nous enferme dans cette idée que toute forme d'opposition à l'islamisme serait raciste, et donc ce mot d'islamophobie a été systématiquement utilisé par les frères musulmans, on le sait maintenant, et le fameux collectif contre l'islamophobie en France qui a été dissous récemment après l'assassinat de Samuel Paty par un islamiste, ce mot est un mot piégeux, c'est un mot militant et militant islamiste, il faut le savoir. Mais le fait est qu'il y a quand même un racisme anti-arabe qui se développe en France. À mon avis, il est beaucoup moins grave que ce qu'on était dans les années 70. Le racisme anti-arabe envers une immigration ouvrière récente était probablement... Il y avait ce qu'on appelait des ratonnades. Moi, j'ai vécu à Marseille, il y avait régulièrement des ratonnades contre les Arabes. Donc, je ne suis pas certaine qu'il soit plus important aujourd'hui. En tout cas, il persiste, malheureusement, et il faut lutter contre lui. Ouais, il y a une dynamique, on voit quand même des groupes d'extrême droite chanter des trucs... insupportables. Ouais. Et ce phénomène est en augmentation partout en Europe, y compris en France. Absolument. Le problème, c'est que la stratégie islamiste d'imposition d'une conception fondamentaliste de l'islam ne fait que renforcer cette radicalité droitière, puisqu'elle incite des gens à se positionner contre les Arabes, alors qu'ils devraient simplement se positionner contre les islamistes. Et plus il y en a, plus les islamistes peuvent se servir du mot islamophobie. Exactement. Mais c'est un piège, mais c'est un phénomène qu'on retrouve tout le temps finalement. C'est un cercle vicieux. C'est comme le Hamas et Netanyahou. Exactement. Les radicaux se soutiennent mutuellement. Il n'y a rien de plus utile au trumpisme que le wokisme. Il n'y a rien de plus utile à la droite radicale israélienne que le Hamas, et réciproquement. Et ça, c'est un piège politique dont il faut qu'on trouve les ressources. Eh ben, les ressources, c'est ce que j'essaye de faire avec d'autres, c'est-à-dire d'avoir un discours d'analyse de la situation, de prise en compte de la réalité des choses, de modération, c'est-à-dire
de prise en compte des nuances et surtout de prise en compte des positions d'autrui. Parce que moi, je suis une fervente partisane du compromis. Le compromis, ça consiste à considérer qu'on n'est pas seul au monde, que d'autres peuvent avoir des intérêts différents et que la logique, la raison, l'intelligence consiste à faire des concessions pour prendre en compte les problèmes des autres et leurs demandes. Bon, alors, jusqu'où va-t-on faire des concessions? Ça se discute au cas par cas, mais pour moi, c'est cette modération-là qui est le propre de l'intelligence, et c'est pour ça que je suis partisan d'une gauche social-démocrate, réformiste, modérée, qui est pour moi la gauche intelligente, contre cette espèce de gauche radicale qui veut tout de suite, et qui finit par n'avoir rien. Nous verrons ce qui se passe. L'actualité politique nous promet des surprises. Toujours. Et ça nous permet, ça fait une jolie transition vers un point qui m'a beaucoup intéressé. Un nouveau combat, 2006. Non, vous aviez perçu dès 2006, mais vous avez écrit en 2020 sur le processus de décivilisation. Ah oui. Vous êtes appuyé sur le travail de Norbert Elias. Est-ce que vous pouvez nous parler de son travail, donc le processus de civilisation? Lui, il est allé dans ce sens-là. Oui. Alors, Norbert Elias, qui est mon sociologue préféré, a fait un travail magnifique sur ce qu'il a appelé la civilisation des mœurs, c'est-à-dire il a analysé l'évolution des sociétés occidentales en montrant qu'elles sont allées vers toujours plus de pacification des pulsions, d'autocontrôle de ces pulsions, de dissimulation des fonctions corporelles, enfin ça se manifeste dans tous les domaines, bon, et que c'est ce qui a permis d'avoir une vie sociale de plus en plus tranquille, disons apaisée, pacifiée. C'est ce qui a permis l'invention de la galanterie, qui a quand même succédé au rapt et au viol. Hein. Il y a des féministes aujourd'hui qui trouvent que la galanterie c'est le comble de la domination masculine. Elles n'ont pas compris que l'invention de la galanterie, c'est l'invention de l'imposition pour les hommes d'un autocontrôle de leur pulsion sexuelle, bon, et qui leur permet donc de protéger les femmes plutôt que de les attaquer. Parce que, on peut dire sublimer une pulsion. Oui, exactement. Et donc, il a fait tout ce travail et il montre aussi qu'il y a des moments dans les sociétés occidentales de décivilisation, c'est-à-dire de remontée des pulsions agressives et d'abaissement de ces censures et de ces autocontrôles qui font que éduquer un enfant, par exemple, c'est lui apprendre à contrôler ses pulsions, à ne pas taper sur ses amis, etc. Bon. Et donc, il y a des moments de régression de ce processus de civilisation. Et ce que j'ai expliqué à plusieurs reprises, c'est que on assiste depuis un certain temps à des phénomènes de régression de ce processus, notamment à cause des réseaux sociaux qui encouragent l'agressivité, qui encouragent l'extrémisme, qui, par le fait que il y a de l'anonymat ou du pseudonymat et que on ne se retrouve pas face à une personne en chair et en os, on s'autorise de l'agressivité, des insultes qu'on ne s'autoriserait jamais avec une personne réelle, enfin une personne en face à face, bon, et que par ailleurs la logique des algorithmes pousse à privilégier les propositions toujours plus disruptives, toujours plus transgressives. Exactement, c'est la fameuse économie de l'attention. Et donc depuis une vingtaine d'années, on voit comment les réseaux sociaux ont entraîné des formes de décivilisation au sens de la civilisation des mœurs de Norbert Elias. Avec un dernier exemple tragique dans l'actualité, le streamer, vous avez vu Absolument, le fameux streamer qui est mort à la suite des mauvais traitements qu'il avait accepté de se laisser infliger comme un spectacle auquel la plateforme encourageait pour des raisons simplement de bénéfices pécuniaires, hein, bon, c'est pour gagner du fric, quoi, sur le dos de la souffrance de quelqu'un, bon. Et donc ça, on en arrive à des extrémités. Ça, je pense que ça a mis un coup au moral à énormément de gens parce que il y a des choses, on sait que ça existe, on veut pas les voir, mais on sait que ça existe et donc ça revient dans l'actualité, on n'est pas surpris. Ça, personne.
Enfin, moi, alors que je suis quand même, je baigne dans l'actualité, je n'étais même pas au courant que ça existait, qu'on en était déjà là. C'est quelque chose qu'on pouvait imaginer. On l'a dans la fiction, puisque le dernier film de Quentin Dupieux, L'accident de piano, raconte l'histoire d'une influenceuse qui se fait sa célébrité et donc sa fortune sur le fait que, étant insensible à la souffrance physique, elle s'inflige devant la caméra des sévices épouvantables. Et du coup, elle devient une star. Et voilà. Bon, donc, la fiction, d'une certaine façon, a pu anticiper là-dessus. Il y a un épisode de Black Mirror là-dessus. Voilà. Mais donc, on a découvert ça. Et ce que je trouvais étrange, c'est que certains à gauche continuent à prôner, à privilégier la liberté d'expression et donc la liberté absolue, qui, à mon avis, est le contraire d'une position de gauche. Et je cite toujours, pourquoi ? Parce que la liberté absolue, c'est la liberté du plus fort, hein, tout simplement. C'est la liberté de cogner sur les autres, et ça, c'est pas une valeur de gauche. Bon, je cite toujours la phrase magnifique de ce député de 1848, Henri Lacordaire. Je vais peut-être essayer de m'en souvenir, bien que j'ai une très mauvaise mémoire. Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre, il dit pas le dominant et le dominé, mais c'est à peu près ça, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui affranchit. Et donc moi, tout mon combat, c'est de dire, il faut des lois, il faut des régulations, et c'est ça une valeur de gauche, parce que seules les lois et les régulations nous permettent de protéger les plus faibles. Et évidemment, c'est pas un hasard, Trump est contre les régulations, il est pour la liberté absolue, et c'est une régression majeure dans la civilisation occidentale. La loi inscrit la civilisation. Exactement, absolument. Elle nous empêche de régresser. Exactement. Et on arrive sur le grand combat, votre dernier grand combat. En fait, j'ai envie de dire le grand parce que pour moi, il ramasse. Oui, exactement. Il ramasse les 3 précédents dont on vient de parler. C'est sur le wokisme. Vous avez écrit « Le wokisme serait-il un totalitarisme ?» Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le wokisme... Ah oui. Selon vous, alors pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le wokisme et pourquoi ce n'est pas bien qu'on soit de gauche, mais parce qu'on est de gauche qu'il faut s'opposer au wokisme? Oui, pour moi c'est très clair, mais c'est pas très bien compris. Hein. Bon. Parce que le wokisme se présente comme étant un mouvement progressiste. Alors, il faut préciser que wokisme est un mot qui a été utilisé plutôt par les anti-woke. Aux États-Unis, les pro-woke se présentent eux-mêmes comme des woke. Hein. Le mot est revendiqué par eux, mais c'est le mot woke, c'est-à-dire éveillé aux discriminations, qui est revendiqué par eux. Bon, moi, je dis que je parle du wokisme parce que je pense qu'il y a un vrai mouvement, même si les woke prétendent que le wokisme n'existe pas. Ça, c'est encore un des grands soucis. Bon, le déni du réel est une chose extrêmement fréquente, malheureusement. Bon. Et donc, ce mouvement woke se présente sous des formes extrêmement diverses, ce qui permet de dire au woke que le wokisme n'existe pas parce que c'est tout et n'importe quoi. C'est pas du tout et n'importe quoi. C'est le croisement du communautarisme et de l'obsession pour la domination. Ou de la discrimination. Dès lors que vous analysez le monde social systématiquement et globalement comme étant une domination de la communauté des hommes sur la communauté des femmes, de la communauté des blancs sur la communauté des noirs ou des arabes, sur la communauté... Déracisés, on dit. Ouais, déracisés maintenant, voilà. Sur la communauté des hétérosexuels... les hétérosexuels sur les homos, etc. Des valides sur les handicapés, bon, voilà. Les maigres sur les gros. Et vous êtes dans le wokisme. Bon. Et donc, ce wokisme est à géométrie extrêmement variable, ce qui le rend difficile de compréhension, voilà, d'appréhension. Mais il y a donc ce point commun qui fait qu'on le repère très facilement une fois qu'on l'a mis en évidence. C'est donc cette intersection entre l'obsession de la communauté et l'obsession de la domination. Bon. Et l'intersection des deux. Alors, du coup,
comme il ne cesse de parler de discrimination, ça paraît comme une valeur de gauche. Et quand vous êtes anti-woke, vous êtes immédiatement assimilé aux trumpistes. Pascal Praud. Pascal Praud, puisque le combat contre le wokisme s'est fait d'abord à droite. Bon, il s'est fait à droite, voire à l'extrême droite. Tout mon problème, ça a été de dire, mais on peut aussi mener ce combat contre le wokisme à partir des valeurs de la gauche. Qu'est-ce que sont que ces valeurs de la gauche qui sont systématiquement bafouées par le wokisme ? Je les répète, c'est l'universalisme contre le communautarisme, c'est le respect de la science contre l'idéologie, c'est le respect de la liberté d'expression contre la cancel culture, et c'est éventuellement la laïcité contre l'affirmation systématique des religions. Bon. Et donc, ce sont ces valeurs qui ont toujours été des valeurs de gauche que je défends, et que, heureusement, je ne suis pas la seule à défendre, mais qu'une partie de la gauche, notamment la gauche, prise dans ce mouvement, soit par naïveté, soit par cynisme, ne veut pas voir à quel point ce mouvement a trahi les valeurs de la gauche. Ce que je trouve très compliqué avec le wokisme, c'est que je me suis toujours considéré contre les formes de discrimination qui existent. Moi aussi. Et le problème, c'est qu'elles existent. Oui, elles existent. Et il est devenu difficile de se revendiquer antiraciste si on n'adhère pas à tout un corpus qui va très loin qui pousse cette Oui, mais logique. voyez, on peut très bien continuer à être antiraciste, ce que je suis, à être féministe, ce que je suis, sans pour autant réduire toute personne au fait qu'il est d'une certaine race ou pas, ou qu'il est d'un certain sexe. Bon. Et donc, je déteste ce mot de raciser, justement, parce que il enferme les personnes en question dans une position de victime dont elles ne peuvent pas sortir. Elles sont définies par une position victimaire, qui est une position qui peut exister dans certains contextes, mais qui n'est pas systématique. Dire que les personnes de couleur sont systématiquement racisées, c'est faire insulte à tous ceux qui ne sont pas racistes, dont moi. De même que dire qu'il existerait une culture du viol, c'est faire insulte à tous les hommes qui ne sont pas des violeurs, et heureusement il en existe énormément. Donc il y a vraiment une systématisation de cette réduction des individus à leur communauté et à leur position de dominant ou de dominé, qui pour moi est vraiment insupportable. Et est-ce que... Alors, je ne sais pas si je m'éloigne, mais il y a donc cet identitarisme, cette volonté de créer des identités. Identité communautarisée sur des bases biologiques. Et il me semble que le statut de victime est quelque chose d'assez... j'avance un peu sur des œufs, mais qu'il est pour faire valoir son identité dans le domaine public, il est préférable de se présenter comme une victime de quelque chose. Ah, c'est sûr que ce wokisme a mis en exergue le statut de victime, puisque dès lors qu'on est dans la logique de la domination systématique, de la discrimination, ça fait forcément des victimes, et du coup, on ne voit plus le monde qu'en termes de coupables et de victimes. Un des problèmes du wokisme, c'est qu'il repose sur une culpabilisation systématique. Son grand succès, c'est qu'il repose sur les mêmes ressorts que les ressorts chrétiens, et notamment des protestants du XVIIIe siècle aux États-Unis, qui sont des ressorts de culpabilisation systématique. Bon. Et donc, les victimes sont devenues des sortes de personnalité politique. C'est un statut politique, celui d'être victime, et ça peut en effet rapporter des intérêts, ça peut vous donner une position dans le monde, et du même coup, on voit à quel point des gens s'emparent de cette idéologie woke, parce que évidemment, c'est plus confortable de dire, voyez, on me doit quelque chose parce que moi je suis une victime. Alors, c'est pas toujours le cas. Quelquefois, il y a des vraies victimes qu'il faut indemniser, dont il faut prendre soin. Mais bon, quelquefois, ça va quand même très très. Et justement,
Trump est une victime quand on l'écoute. Les Trumpistes sont victimes. Et même tous les Français qui parlent de grand remplacement sont victimes du grand remplacement. Et du coup, il n'y a plus que des victimes. Oui, mais alors si le monde occidental est rempli de victimes. Il y a beaucoup de victimes, mais en face, il y a forcément des bourreaux, quoi. Quand il y a une victime, il y a forcément un coupable. Voilà. Mais du coup, on est dans une société où tout le monde est victime et bourreau les uns des autres. Victime potentielle, en effet. Et je trouve que c'est une façon de construire le monde social totalement dans la guerre permanente, dans la violence, dans le ressentiment, dans l'agressivité. Moi, j'ai pas envie de vivre dans un monde où il y aurait que des victimes et des coupables. Mais justement, à la fin d'une conférence, vous dites, on vous pose la question, qu'est-ce que vous avez comme problème, je sais plus la question, et vous dites qu'en tant que sociologue, vous avez conscience à quel point il est difficile de créer une société. Alors le problème en question, c'était une conférence autour du transgenrisme. Et le problème en question, c'était le déni de la différence des sexes. Et donc quelqu'un m'avait demandé, qu'est-ce que ça vous pose comme problème ? Après tout, pourquoi avoir un problème avec ça ? Et j'ai répondu que une société, elle se construit sur des repères communs, que la différence des générations et la différence des sexes sont des repères fondamentaux qui nous permettent de nous repérer par rapport à autrui, et que il me paraît extrêmement dangereux de toucher à ces repères communs parce que c'est toucher à ce qui fait société. Or, ce qui fait société est extrêmement fragile. On croit qu'une société c'est solide, ça va durer toujours, etc. Or, pas du tout. C'est très compliqué de faire une société, c'est-à-dire un environnement où les gens soient à peu près tranquilles, puissent circuler en sachant à peu près où ils mettent les pieds, en connaissant à peu près les codes, les règles, etc. et sans avoir peur de se faire taper dessus à tous les coins de rue. Bon. Et ça, c'est très difficile de maintenir cette paix, cette pacification et cette civilisation des mœurs, pour reprendre le terme. Et c'est au contraire extrêmement facile de démolir tout ça. On le voit très bien dans une cour d'école, on le voit très bien avec les enfants dans les crèches ou dans les maternelles. C'est très vite fait de mettre une situation impossible où tout le monde est dans l'agressivité. Et c'est beaucoup plus compliqué de construire une situation de paix. Et donc voilà, c'est pour ça que je tiens au maintien d'un certain nombre de repères. Mais justement, dans un monde où il n'y a que des victimes et des coupables, les repères en commun sont plus difficiles, puisqu'on n'a pas le même sens de notre privilège, par exemple. On est tous français. Donc, dans ce monde de victimes et coupables, dans l'Hexagone, enfin dans l'Hexagone et au-delà, dans toute la France, on est tous victimes, coupables, machin, mais on est tous français, ce qui est quand même un privilège exceptionnel. Quand on prend là où on aurait tous pu naître, oui, c'est totalement. Il y a quand même, il y a pas beaucoup d'endroits mieux. Même la Hollande, c'est moins bien. Vous allez fâcher les Hollandais. Non, mais le Gouda, c'est pas mal. Non, mais quand même. Et du coup, on n'a plus ce repère en commun. On l'a beaucoup moins, puisque c'est et c'est l'intérêt de l'universalisme, ce serait même d'unir l'humanité sur des repères communs à l'échelle de l'humanité. Exactement. C'est ce qu'on peut chercher. Or, la division systématique de l'humanité en victimes et en bourreaux empêche de construire ces repères communs. Et nous enferme dans une situation d'opposition systématique, de violence, de récrimination, etc. Comment est-ce qu'on pourrait sortir de... Parce que depuis tout à l'heure, ce qu'on décrit, c'est des cercles vicieux. C'est-à-dire c'est des phénomènes qui ne font que s'auto-alimenter, s'auto-aggraver. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir Alors, je suis peut-être bêtement optimiste, mais je pense qu'en analysant ces phénomènes, en les déconstruisant, en montrant comment ils fonctionnent, donc, par exemple en décomposant les dispositifs pervers pour montrer que ce sont des dispositifs pervers, on peut arriver à défaire ces nœuds intellectuels, ces nœuds cognitifs qui font qu'on est pris dans des systèmes de pensée et de positionnement qui nous enferment dans des situations impossibles et dangereuses. Donc c'est le triomphe de la raison sur les passions. Écoutez, moi je n'ai que ça à ma disposition, l'outil de la raison, donc peut-être que je suis naïve et que ça ne sert à rien, mais j'essaye quand même
d'opposer à ces passions malheureuses et tristes le bonheur de penser et la joie de comprendre et l'espoir que la raison va l'emporter. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Nathalie? Je crois que j'ai dit l'essentiel. Merci beaucoup. Merci.